Bonjour à tous. Ce type d'hélicoptère, vous le voyez passer tous les jours au-dessus de vos têtes. Il s'agit d'un écureuil B3 du constructeur français Airbus Hélicoptère. Il a remplacé le Lama que vous pouviez observer au sulfatage notamment il y a quelques années. Grimper à 4000 mètres d'altitude dans les Alpes représente un défi quotidien pour les pilotes d'hélicoptères. Alors imaginez un atterrissage à 9000 mètres sur le mont Everest. Il y a plus de 20 ans, le pilote d'essai Didier Delsal a posé à 2 reprises un B3 sur le toit du monde. En septembre dernier, il était à l'aéroport de Sion avec la machine de record. Évidemment, toute l'équipe de Makila était au complet pour l'attendre. Je ne vous en dis pas plus, place aux images. 14 mai 2005. Didier Delsal se pose en écureuil B3 au sommet du mont Everest. Personne ne battra jamais ce record. Un record qui est né du pari fou du pilote et de ses ingénieurs. Et qui a démontré les capacités de l'industrie aéronautique française, en particulier du constructeur Eurocopter devenu Airbus Hélicoptère par la suite. 20 ans plus tard. Nous sommes en septembre 2025. Didier Delsal se trouve à Sion avec l'hélico du record qui a fait le déplacement depuis Chamonix. Tous les deux se sont retrouvés. Malgré le temps écoulé, Didier Delsal conserve toujours de la tendresse pour cette machine qui est allée où personne n'était jamais allé. Ah, cette site, ça fait toujours beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'est comme retrouver vraiment un vieux camarade en qui on a eu toujours toute confiance, avec qui on a partagé des aventures. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un bon camarade. Tout commence dans les années 80. Delsal est pilote d'hélicoptère au sein de l'armée de l'air française. Durant une bonne décade, il vole sur Alouette 2, Alouette 3, Écureuil et Puma. Ses missions militaires s'accumulent. Mais il vise toujours plus haut. Il postule pour devenir pilote d'essai. Il est accepté et réussit ses examens. J'ai travaillé 5 ans au sein du centre d'essai en vol en France pour le gouvernement. Et un jour de 1997, l'industriel Eurocopter, maintenant Airbus Hélicoptère, est venu me chercher. Et je suis entré à Airbus Hélicoptère comme pilote d'essai en 1997. Il a été le roi du vol en montagne jusqu'au milieu des années 2000. Lui, c'est le Lama. Développé à la fin des années 60, il a constitué l'épine dorsale de bien des compagnies en milieu alpin. Le 21 juin 1972, le pilote d'essai Jean Boulet fait grimper un Lama à l'altitude phénoménale de 12 440 mètres. Le Lama est resté une machine mythique en matière de sauvetage et de transport à haute altitude. Mais sa production s'est arrêtée au début des années 80. Relativement lent et gourmand en carburant, le Lama n'a toutefois pas trouvé de successeur jusqu'à la fin des années 90. « 1997, Eurocopter dévoile l'écureuil B3. Il s'agit d'une version dopée aux stéroïdes de l'écureuil qui existait déjà depuis 1974. Le B3 promet une meilleure vitesse de croisière et des capacités de charge utiles améliorées. Mais cette nouvelle machine pose un dilemme aux constructeurs français. Ça n'a pas été facile, en fait,
de se faire de la concurrence quasiment en interne, parce que le Lama venait de aérospatial, hein, le nom qui a donné Eurocopter et ensuite Airbus Hélicoptère. Donc ça a été plutôt difficile. J'avais affaire à des opérateurs extrêmement spécialisés dans le vol en montagne et ça n'a pas été une mission facile du tout. Le B3 laisse tout d'abord les futurs opérateurs sceptiques. On lui reproche entre autres son manque de visibilité et le fait qu'il semble moins stable que le Lama dans des conditions de grand vent. Il fallut pas mal de diplomatie, expliquer aux opérateurs que oui, effectivement, le concept de la machine était un petit peu différent, mais toute la modernité qui arrivait avec les B3 allait compenser tout cela. La puissance de commande du B3 faisait que par vent de travers, on était aussi à l'aise et pas moins instable que sur un Lama. En termes de visibilité, oui, il y en avait un petit peu moins, mais on a amélioré ça un petit peu par la suite en mettant des surfaces vitrées. On commence à avoir quelques idées. Bon, il est certifié jusqu'à 7000 mètres, mais on sent qu'il peut aller beaucoup plus haut. Donc là, mon ingénieur et moi, on commence à réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet appareil, et donc c'est le début de l'histoire qui va suivre. Tout d'abord, j'aime bien la citation de Georges Mallory. Georges Mallory et Irvine ont disparu en grimpant l'Everest lors de leur troisième tentative, je crois, en 1924. Et un journaliste lui avait posé la question, pourquoi voulez-vous aller là-bas? Sa réponse était parce qu'il est là. Donc pour nous, c'était un petit peu pareil. Pourquoi, on m'a posé souvent la question, pourquoi l'Everest? Il existe, donc autant aller avoir cet objectif majeur. Pourquoi l'Everest? Pas seulement pour la beauté du geste. À cette époque, Eurocopter est en pleine lutte face à la concurrence. Notamment face à cet appareil, le 407 de la firme américaine Bell. Il s'agit donc de démontrer la suprématie absolue du B3. Notamment dans le domaine du sauvetage à très haute altitude dans l'Himalaya. L'idée fait son chemin dans une ambiance parfois explosive. Avec mon ingénieur, on fait quelques vols pas forcément autorisés. On se fait bien tirer les oreilles par notre hiérarchie. Parce que on va dans un domaine qui n'est pas franchement autorisé. Bon. Nous-mêmes, après avoir vérifié les calculs, on se dit on peut le faire en théorie, mais j'ai pas de marge. Il faut attendre 2004 avec une nouvelle version du moteur du B3 pour faire d'autres essais. Et là, on s'aperçoit qu'on se crée un certain nombre de marges. Ça s'est terminé entre quatre yeux. Le CEO, il m'a appelé, il a fermé la porte et on a eu à peu près ce que vous pouvez lire là sur le petit dessin. Bon, tu me casses les pieds, je vais te laisser y aller, mais si tu te casses la figure, c'est toi tout seul. Si tu réussis, c'est moi, c'est la société. Bon acte. J'accepte le marché, mais avec une contrepartie, c'est aucune publicité, aucun sponsor, donc avec un financement extrêmement faible. Le financement de l'opération est trouvé et la logistique mise en place. Le 11 mai 2005, Didier Delsal et une équipe de 10 personnes débarquent avec un appareil de série à Lukla, au Népal. Lukla est l'un des aéroports les plus dangereux au monde. Il est la porte d'entrée vers l'Everest pour les compagnies locales. L'équipe se met en place. Mais trouver du kérosène pour l'hélicoptère est presque mission impossible. Heureusement, une solution originale est trouvée. Comment faire? Je retourne à Katmandou avec un des vols locaux et là je vais acheter mes 1500 litres de pétrole en bidon de 20 litres. Ce qui est assez sympa, j'ai envoyé mes mécanos sur le marché de Katmandou pour acheter des bidons de 20 litres, charger ça, et il m'a fallu louer un Mi-17 pour monter ça jusqu'à Lukla. Accéder à l'Everest en hélico, ça demande aussi pas mal de négociations. Heureusement Didier Delsal avait bien préparé son coup. J'essayais d'envisager un petit peu
tous les problèmes diplomatiques. Bon, ça s'est bien passé lors de la préparation. Ensuite, pendant les missions, ça s'est un petit peu moins bien passé, où je devais renégocier quasiment tous les jours chaque vol. J'avais envisagé aussi le côté religieux, et en allant demander aux moines bouddhistes si ça n'était pas un sacrilège d'aller se poser sur un sommet avec un hélicoptère, parce que chaque mont de l'Himalaya, chaque sommet porte le nom d'une déesse ou d'un dieu là-bas. Donc j'ai aussi pris en compte ce fait religieux. La police veut contrôler les zones survolées et exige d'accompagner Didier à chaque vol. Mais le manuel de vol du B3 le limite à 7000 mètres. Seul un pilote d'essai a le droit de dépasser cette altitude. Ceci ajouté au danger du manque d'oxygène, nous obtenons un compromis. L'inspecteur partira à chaque vol avec l'un d'entre nous, mais ils seront déposés 1000 mètres plus haut à Tangboché, en vue de l'Everest, pour y attendre le retour du vol. Le B3 s'élève avec une facilité déconcertante. Le premier essai significatif a été le posé au col sud. Le col sud, c'est un col qui est entre le mont Everest et le mont Lhotse. L'altitude du col, 7950, 7925 en fonction de la position. Et voilà, ça a été, je dirais, la première montée d'adrénaline. La puissance que vous pouvez demander à votre moteur diminue avec la densité de l'air. Plus vous montez, moins vous avez de puissance. Ce qui équivaut, par exemple, pour l'Everest, sur un appareil qui ferait 1250 kg au sol à basse altitude, vous avez un appareil dont la masse est quasiment multipliée par 2. Le moteur, lui, a perdu quasiment la moitié de sa puissance. Donc tout le challenge est d'utiliser cette masse qui est apparemment plus élevée avec beaucoup moins de puissance, et tout ceci dans des courants d'air qui sont extrêmement forts à la descente comme à la montée. Donc il a fallu composer un petit peu entre le vent, les turbulences, et une fois rentré dans le col sud, je me suis aperçu que le demi-tour était quasiment impossible en vol. Allez, pour aujourd'hui ça ira, et pour le reste, on attendra que ça baisse un peu. Hein. Ouais. Mais tu vois, j'arrivais pas à trouver d'où venait le vent initialement dans le col, tellement ça tournait. Tellement ça tourne, ouais. Pas d'un zéro, ça. Tout doit être prêt pour le jour J. Les techniciens préparent les caméras qui doivent filmer l'atterrissage à l'Everest. Tout est de série sur le B3 du record, mis à part quelques menues modifications. Dans mon idée, il fallait vraiment montrer aux opérateurs qui utilisent le B3 la marge dont ils disposaient avec leur appareil de tous les jours, comparé à celui-ci avec lequel j'ai fait l'Everest, qui était une machine totalement de série que j'ai louée à un client. Les seules modifications qui ont été faites sur l'appareil a été une réduction de masse par retrait d'un certain nombre d'antivibreurs qui ne me servaient pas pour les capacités de montée-descente de l'appareil. Vendredi 13 mai. La météo est exécrable. La faute à une mousson capricieuse. Le temps finit par s'arranger, c'est l'heure des derniers préparatifs en vue du record. Alors Didier, 75.8 78.5 avec le casque. Samedi 14. C'est le grand jour. Toute l'équipe s'affaire. La tension monte. La turbine encaisse sans broncher les effets de l'altitude. Il faut dire que Didier Delsal et son équipe l'avaient testé depuis quelque temps dans les pires conditions.
L'Ariel est vraiment une turbine en laquelle on a toute confiance. Et pour moi, bien sûr, avant de partir en montagne, j'ai été étudier un petit peu son comportement à très haute altitude. Là, aux altitudes où volent les avions de ligne. Donc, on a été extrêmement surpris par la réponse tout à fait positive de la turbine. Donc, que ce soit en puissance pure ou alors lors des variations de puissance, comme celles que l'on peut rencontrer en volant la montagne dues aux turbulences. En très haute altitude, il y a des vents ascendants et descendants extrêmement violents. Malgré toute son expérience, Didier Delsal a dû se bagarrer avec les éléments déchaînés. Le souci, c'était je montais tellement fort que je n'arrivais pas à m'approcher du sommet. Donc il a fallu trouver un chemin un peu compliqué entre ces forts courants ascendants et les forts courants rabattants qui, eux, ne faisaient que me faire descendre malgré toute la puissance de l'hélicoptère. Donc la difficulté a été de trouver le bon chemin entre ces deux écueils. Avant le poser, on n'a pas beaucoup de sensations en fait. On est trop concentré, trop à l'écoute de sa machine, et je pense que les sensations, c'est quelque chose que l'on a juste après, quand on s'en va. Bon, allez, On va regarder le temps. il y a les traces de patins. Enfin, d'un patin au moins. Alors, mais... T'as réussi à. Attends, on ne dit rien tant qu'on n'a pas regardé la bande. on dit rien, il faut tirer tout de 2 suite. minutes. Hein. À quelle heure t'es. Le record n'est pas un record de posée comme on le pensait aussi, en fait c'est un record de décollage. Ce record, selon les règlements de la FAI, impose un posé initial, mais d'y rester 2 minutes. Attends, ça fait combien? Allez. Posé sur le sommet de 14, retour à la base, la fête avec l'équipe, tout le monde extrêmement heureux. J'ai jamais vu ça encore, c'est la première fois qu'il me fait ça. Allez. Transfert du vol 2. À quelle heure je t'ai dit Je sais plus. À 57. Putain, merde. Un problème d'enregistrement des données du vol oblige Didier Delsal à repartir le lendemain pour un nouvel atterrissage sur le toit du monde. On a la vidéo. Hein. L'approche a été à peu près similaire, beaucoup plus agitée, et il m'a fallu 4 essais pour revenir sur l'Everest parce que le vent était beaucoup plus fort, beaucoup plus agité, je pense beaucoup plus turbulent. Et là, ça a été nettement plus sportif, et je me disais mais c'est pas possible. Il faut tenir encore ces 2 minutes. Et ça a été une belle bagarre. Sagarmatha a bien voulu me garder pendant 4 minutes, et je l'ai longuement remercié. J'ai fait 2 tours au-dessus avant de rentrer. Le souvenir, c'était ce travail en équipe que l'on a dû effectuer avant la mission pour préparer l'appareil, et pendant la mission parce que nous étions confrontés à des conditions d'utilisation difficiles. Nous n'avions rien sur place. Nous n'avions pas de centre de maintenance pour vérifier l'appareil. Tout s'est fait dehors. Chacun faisait une tâche, que l'on soit pilote, mécanicien, électricien, tout le monde participait. Il a fallu faire le plein, par exemple, de l'appareil, à chaque fois avec des petits bidons de 20 litres. Donc chacun pompait, tenait le tuyau, les interventions mécaniques, les interventions sur les caméras, toutes spécialités confondues. Ça a vraiment été ce travail en équipe qui m'a beaucoup marqué. Et si c'était à refaire aujourd'hui? Didier Delsal prendrait-il à nouveau un écureuil B3 ou irait-il piquer un cheetah, version indienne du lama?
Ah non, le B3, le Cheetah est une conception ancienne. Il a un moteur qui, sur le plan de puissance, peut ressembler aux puissances de l'Ariel. Mais le comportement justement du moteur en altitude est tout à fait différent. Et j'aurais toutes les chances de casser le moteur du Lama en zone turbulente, alors que l'Ariel, j'ai vraiment toute confiance, même dans des conditions extrêmement difficiles. Sa souplesse d'utilisation fait que j'y retourne vraiment en toute confiance. En 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, plus un seul Lama n'est en opération en Suisse. Le B3 s'est définitivement imposé comme son successeur. Quelles évolutions pourrait-on encore imaginer pour cette machine ? On a eu depuis une nouvelle version de l'écureuil avec encore plus de kilowatts, encore plus de puissance dans les puissances de décollage essentiellement. L'écureuil est quasiment une machine optimum. Il n'y a pas beaucoup de choses à enlever, il n'y a pas de gras à enlever et rajouter, je pense que ça ne serait pas favorable pour les opérateurs qui veulent garder une machine extrêmement simple avec une charge utile élevée. Alors finalement, Monsieur Delsal, si vous deviez imaginer l'hélico de vos rêves, lequel serait-il ? Pour faire du vol ou du travail en montagne, il faut une machine extrêmement simple. Et je dois dire que je prendrai un splendide B3 actuel, je l'allégerai un petit peu, pas besoin de beaucoup d'avionique pour monter là-haut, et pour moi le B3 reste ma machine à laquelle je resterai fidèle toute ma vie. Les 3/4 de ma vie professionnelle aéronautique a été dans l'hélicoptère. Donc je ne peux dire que merci à ceux qui ont conçu ces appareils sur lesquels j'ai travaillé, où j'ai essayé d'apporter ma petite pierre pour les améliorer. Donc j'ai eu la chance de vivre des aventures exceptionnelles avec l'hélicoptère et je lui dis merci. Le général Eisenhower a dit de lui qu'il avait permis de gagner la guerre grâce à la Jeep, la bombe atomique et le bazooka. Lui, c'est évidemment le Douglas DC-3. Tout d'abord cantonné à des missions militaires, il s'est progressivement imposé comme l'avion à tout faire de l'aviation commerciale. Plus de 11 000 DC-3 ont été produits dans le monde. Il y a quelques années, la Super Constellation Association a fait l'achat d'un des 150 derniers DC-3 en état de vol. Elle a proposé des vols à des passionnés d'aviation. En 2011, la caméra de Makila a eu l'honneur d'accompagner un DC-3 dans un vol alpin depuis l'aéroport de Sankt-Stéphane. Place aux images. Okay. 20, 25, 30, 35, 40.
Ce DC-3 a été vendu à la Turquie il y a quelques années. La faute aux restrictions de plus en plus sévères concernant les grands avions de collection. Et bien voilà, nous on vous dit à la prochaine fois. Et recommandations habituelles de prudence si vous êtes pilote. À bientôt. Bye.